Puis je voulais aussi qu'on évoque la relation à ce qui se passe, que ce soit l'actualité. Évidemment, il y a beaucoup d'articles qui couvrent des expositions à venir. Et puis après, on a des retours avec les expositions qui se sont passées, qui ont été vues par les critiques, les journalistes. Et puis il y a aussi ça que j'ai découvert assez récemment, qui s'appelle Vue. Et là, c'est plus sur des questions du moment, c'est ça, hein? Oui, c'est entre guillemets ce qu'on appelle dans la presse un marqueur de Beaux-Arts, c'est que le magazine s'ouvre toujours avec ce qu'on appelle les vues. Oui. Et donc ces vues, ce ne sont pas des œuvres d'art, ce sont des images que l'on trouve sur le net ou qu'on voit dans la pub. Et qu'on pourrait prendre pour des œuvres d'art. Et qu'on pourrait soit prendre par des œuvres d'art, soit qu'ils sont inspirés par des œuvres d'art. Et c'est incroyable et considérable comment aujourd'hui la publicité s'inspire des œuvres d'art, comment sur tous les réseaux sociaux, en passant par de TikTok, Instagram, l'œuvre d'art est quelque chose qui nourrit l'image et le fond des gens. Donc ça, ce vu, on a repris simplement un an de vue dans Beaux-Arts, oui, c'est ça, hein. une année de vue qu'on avait présentée pendant le Paris Plus, la foire de Bâle au Grand Palais, et en fait, qui sont un décryptage d'images. Et donc, c'est quelque chose auquel auquel je suis très attaché dans Beaux-Arts, c'est d'une part, on fait des commentaires d'œuvres, de véritables œuvres, mais aussi on décrypte les images contemporaines pour comprendre mieux notre monde à travers un prisme d'un regard comme si on regardait une œuvre d'art. Et d'ailleurs, on en revient à cette idée qu'en effet, possiblement, nous sommes tous artistes et que possiblement tout objet est œuvre d'art, mais ça, on le sait depuis plus d'un siècle, grâce à Marcel Duchamp. Alors, je voulais aussi évoquer, ça, il me semble, c'est un spécial, hein. Alors ça, non, pas du tout. Ça, Grande Galerie, c'est un magazine qu'on édite pour le Louvre, Oui. Qui est en vente en kiosque. Et entre guillemets, c'est le magazine du Louvre qui est édité par Beaux-Arts. En fait, Beaux-Arts Magazine, il y a le magazine, il y a aussi le Quotidien de l'Art, qui est un quotidien numérique destiné aux professionnels de l'art, et qui parle vraiment là du marché de l'art, des institutions culturelles, etc. Grande Galerie qu'on édite pour le Louvre. Et puis après, il y a toute une politique d'édition. On édite à peu près 60 hors-série par an. Et quand je dis hors-série, ça va de hors-série à de véritables livres. Par exemple, comme ce livre qui a été un best-seller en France et en Angleterre, qui est de Georgina Adams, qui est une critique d'art anglaise très pointue, et qui a fait ce livre sur la face cachée du marché de l'art, où on apprend évidemment les dessous du marché de l'art, et donc qui est un livre, là, sans images, mais qui est un livre d'enquête sur le marché de l'art contemporain. Donc on a une diversité de types d'éditions, allant d'un catalogue d'expositions comme celui-ci, en passant, donc avec des papiers très très différents, en passant par des hors-séries qui sont des supports aux grandes expositions qui ont lieu en France, qu'il s'agisse du Musée des Beaux-Arts de Lyon à la Fondation Vuitton ou la Fondation Pinault. Alors, je voudrais qu'on évoque rapidement ce moment très particulier pour tous ces supports, où j'imagine que vous avez le Final Cut, et où entre le graphisme, le marketing, les critiques, les artistes, il y a un choix, il y a la couverture. Donc ça, j'imagine que c'est un moment qui peut être un peu vivant. C'est un moment très vivant et c'est un moment crucial, parce qu'on sait que pour les ventes, que ça concerne le mensuel ou que ça concerne les éditions, la couverture, c'est majeur. Vous attendez le dernier moment en général ou... On attend l'extrême dernier moment, on fait beaucoup de tests. Par exemple, quand on fait une couverture du mensuel, on a fait préparer à peu près, essayer en tout cas une trentaine de visuels différents. Après, on arrive à 3-4, et après, on essaie de se dire ce qui convient par rapport à l'identité, par rapport à l'image de Beaux-Arts, ce qui va également séduire les lecteurs, et puis la cohérence. En fait, une couverture, c'est toujours une histoire entre le rapport, encore une fois, entre le texte et l'image. C'est-à-dire que si vous mettez un visuel absolument génial et que le titre de couverture n'est pas clair par rapport à ce visuel, vos ventes, elles baissent. Ouais. Et c'est vrai pour les éditions, et c'est vrai pour le mensuel, en sachant qu'il n'y a pas de potion magique, il n'y a pas de recette magique. On peut se planter sur des ventes, comme réussir quelque chose où on disait on était moyennement content d'une couverture. Donc il y a un savoir-faire, mais il n'y a aucune certitude. On va évoquer
plusieurs de vos expertises. Hein. Plus tard, on parlera du commissariat, mais je voudrais avant évoquer le journaliste, la critique d'art. Moi, je suis souvent surpris parfois dans certaines formations, je suis en école d'art à l'université, de voir qu'il y a des formations qui sont sur l'histoire de l'art et où on oublie l'art contemporain, d'autres où on est sur l'art contemporain, une forte tendance, hein, et où on oublie un petit peu l'histoire de l'art. Je suis toujours un petit peu surpris. Quelle est votre relation, vous, à ces deux champs? Est-ce que pour vous, c'est inévitable que de faire communiquer les deux? Quelle est votre relation à... D'ailleurs, c'est les deux champs. Si on prenait là, on a effectivement l'histoire et l'art contemporain. Vous êtes un peu dans cet entre-deux. Est-ce qu'on peut aujourd'hui être expert d'un des deux? Alors, il y a 25 ans, je vous aurais dit par exemple que je connaissais 95% de tous les artistes vivants, intéressants ou importants, quelle que soit leur génération. Aujourd'hui, je vous disais qu'il y avait 1 million d'artistes en Chine. Ce n'est plus possible pour aucun individu, même quelqu'un qui voyage énormément comme moi, ce n'est plus possible de connaître parfaitement la création contemporaine. Mais il y a une impossibilité aussi de connaître toute l'histoire de l'art. Parce que l'histoire de l'art, elle est en relecture permanente. On l'a bien vu dans les dernières années où en fait on s'est rendu compte qu'on avait évacué d'une partie de l'histoire de l'art des femmes qui étaient extrêmement importantes dans cette histoire de l'art. Pour vous donner un exemple, Bernard Bisten, l'ancien directeur du Musée national d'art moderne, a fait pour Beaux-Arts une histoire de l'art du XXe et du XXIe siècle. On en a fait, c'est le livre d'art le plus vendu en France. Et on en a fait, je crois, 8 éditions. Et ça fait 3 ans qu'on attend de refaire une nouvelle édition parce qu'en fait, il faut tout relire. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans cette histoire de l'art, on avait oublié des femmes surréalistes, on avait oublié... Donc cette histoire de l'art, elle est en relecture permanente. Et votre question aussi, elle me fait m'intéresser aussi à une question qui est devenue extrêmement importante entre l'histoire de l'art et l'art contemporain. C'est que pendant très longtemps, on a considéré que l'art contemporain, entre guillemets, il y avait une notion de progrès. C'est-à-dire qu'on était arrivé à Duchamp avec le ready-made, l'art minimal, et qu'on était dans un progrès permanent. Et en fait, avec la mondialisation, avec la relecture de l'histoire de l'art, on se rend compte aujourd'hui que d'aller parler de progrès dans l'histoire de l'art, c'est une aberration totale. Parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'entre une sculpture de Brancusi, il y a une porosité extrême avec une sculpture des Cyclades qui date de milliers d'années auparavant. Et que donc, du coup, qu'est-ce que l'histoire de l'art et qu'est-ce que la création contemporaine? De la même manière, on avait à un moment donné évacué dans l'histoire de l'art, fait une différence énorme entre, l'Occident l'a fait, entre l'artisan et l'artiste, considérant que l'artisan était l'homme qui fabriquait et que l'artiste était l'intellectuel, le génie, et qu'il fallait séparer artisan et artiste. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'art contemporain? C'est que de plus en plus d'artistes font appel à des savoir-faire millénaires, à des artisans, à des céramistes, à des gens qui maîtrisent le métal, le cuir, etc. Et que donc il y a une fusion entre l'art, l'artiste et l'artisan, ce que l'Occident avait absolument splitté, ce qui n'était pas du tout le cas, et ce qui n'est toujours pas le cas de l'Asie. Donc en fait, aujourd'hui, évidemment, cette relation entre histoire de l'art et art contemporain, j'irais dire qu'elle est de plus en plus en fusion. Et qu'évidemment, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes artistes qui ne savent pas, qui décident de faire, je dis n'importe quoi, une œuvre en tricot. Ils ne savent pas qu'un siècle auparavant, il y a des artistes qui ont fait des œuvres en tricot. Donc, je pense que lorsqu'on a un artiste contemporain, on ne peut pas nier l'histoire de l'art. Et que j'irais dire que d'une certaine manière, ce qui est complètement obscène ce que je veux dire, c'est qu'un historien de l'art ne peut pas nier non plus ce que c'est que la création contemporaine. On ne peut plus gérer des bulles différentes entre histoire de l'art et art contemporain. Et d'ailleurs, ce que montre très bien notre 21e siècle, c'est que de plus en plus aujourd'hui, dans des bâtiments patrimoniaux, on met de l'art contemporain, et dans des musées consacrés à l'art contemporain, on commence maintenant à réinsuffler des sculptures, des œuvres anciennes pour pouvoir essayer d'établir des comparaisons, des ponts, des liens.